tout ce que tu peux imaginer dans ta tête, c'est possible à la télé. J'étais pas un mauvais élève, j'étais même plutôt un bon élève. Dès la 3e, j'ai quitté le cursus général pour aller vers le milieu professionnel parce que je voulais être jardinier moi déjà. Ah ouais, déjà de base. Ouais. J'étais pas vraiment inspiré par des jardiniers, j'étais plutôt inspiré par des jardins. Euro Disney, Parc Astérix. Et là, t'as 14 piges. T'avais 14 piges. Ouais, t'as 13-14 piges, tu prends un train, tes parents savent pas où t'es, et, tu vas en Hollande chez des gens absolument inconnus. Bonjour Marcel. Bonjour Robin. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. On est à la fin de la journée d'un tournage des As du Jardin. Exact. La journée a été rude, mais je suis en forme. T'es en forme, c'est ok, ouais. On va pouvoir assurer le podcast. C'est good. Ce matin, j'ai été mis à l'épreuve. Ils m'ont fait la surprise. Je me suis retrouvé sur une épreuve, donc j'ai un peu donné de ma personne. Mais l'après-midi a été soft. C'est les tâches qu'on voit un petit peu sur ton pantalon. Exact. Moi, je donne pas à moitié. Soit je fais, soit je ne fais pas. Donc j'ai fait jusqu'au bout. Ouais, exact. Trop bien. Comment c'est arrivé ce projet, les As du Jardin ? Les As du Jardin, j'ai été contacté par Ariane il y a 3-4 ans maintenant. Elle avait une émission, Vous êtes formidable, et elle cherchait un chroniqueur jardin. Sa maquilleuse était consommatrice de ce que je faisais sur les réseaux. Elle lui a dit « Tiens, regarde, il y a ce mec qui fait des trucs pas mal et tout. » Donc Ariane me téléphone, je déboule sur son ancienne émission. Et ça s'est super bien passé, ça a super bien matché avec tout le monde. Et est venu le temps de la fin de cette émission. Et à la fin de cette émission, il y a Fabrice Valéry qui m'a pris de côté un jour et qui m'a dit « Voilà, on a proposé ça à plusieurs anciens chroniqueurs, on aimerait bien créer une émission. On ne sait pas encore quoi, on est arrêté sur rien. Si jamais tu as une idée, tu nous la soumets la prochaine fois que tu viens et on voit ce qu'on fait. » Et moi, dans ma vie, il y a 2 trucs qui me feraient rêver, c'est d'avoir le château de Poudlard pour faire une école de paysagistes, mais très sélecte, tu vois, sur le carreau. Pas plus de 100 élèves, faire des promos idéales à chaque fois. Ça serait mon premier rêve, mais bon, on peut pas tout avoir. Avec de la magie aussi, un petit peu ? Non, pas de magie. Juste vraiment du paysage. La magie de la nature, quoi. Exactement. Ouais. Moi, j'aimerais que les élèves, ils sortent, ils aient une connaissance de la nomenclature incroyable, ils aient une culture de l'histoire des jardins aux petits oignons et un sens de la créativité dingue dans tous les domaines. Voilà. Chacun dans son... Voilà. Mais qu'on crée la Rolls des jardiniers. Pas des paysagistes, des jardiniers. Pourquoi ? C'est quoi la distinction que tu fais des jardiniers et paysagistes ? Les paysagistes, ça va être des concepteurs, c'est beaucoup de plans. Il n'y a rien de péjoratif, attention, dans ce que je vais dire. Mais pour moi, les paysagistes, il y a beaucoup de choses qui s'agglutinent au mot paysagiste, des plans, de la technique, machin, c'est chiant. Ouais. Moi, ce que j'aime dans mon métier, j'aurais pas du tout aimé être paysagiste. Ce que j'aime, c'est justement arriver sur un jardin vierge et me laisser papillonner au gré de mes envies et créer un jardin. Okay. J'ai pas envie spécialement avant de me poser sur des plans, de réfléchir à ci, à ça. C'est un vrai métier et il en faut. C'est complémentaire à ce que nous, les jardiniers, on fait. Mais c'est pas mon truc et c'est pas ce dont j'ai envie et c'est pas ce qui me fait rêver d'être paysagiste. D'accord. Voilà. Toi, tu disais que tu avais 2 projets. Poudlard, projet numéro 1. Ouais. Et du coup, j'ai oublié ce que c'était le deuxième projet. J'imagine peut-être faire une émission de télé ou Non, oui. Il y avait Poudlard, bien entendu. Et le deuxième truc que j'aurais aimé faire, c'était justement faire Top Chef, mais version jardinier. Et je trouve qu'on s'en rapproche beaucoup. Donc c'est plutôt cool. Bah ouais, c'est clair. Donc c'est arrivé comme ça. Comment ça a été ton expérience à la télé quand t'es arrivé sur l'émission d'Ariane ? Parce que t'avais jamais fait ça Non, j'avais jamais fait de télé, mais c'est vrai que j'ai l'habitude quand même du téléphone et des caméras sur YouTube. Ouais. J'avais déjà été invité sur des setups de YouTubeurs où il n'y a pas les mêmes moyens de prod que chez moi. Donc il y a des cadreurs, il y a de la prod, il y a de la réal. Ça allait. Ouais. Bien entendu, c'est quand même France Télévisions. J'avais un petit stress au début, c'est évident. Mais en fait, ce qui est cool chez France Télévisions, c'est que c'est une sorte de mini-famille. Et t'es très vite adoubé quand t'arrives. Il y a beaucoup de bienveillance. Et... C'est vrai qu'on est bien intégré, hein. Franchement, sur toute la journée, là, laisse tomber. Alors, je peux pas vous dire comment ça se passe ailleurs, parce que j'ai jamais été ailleurs. Mais en tout cas, chez France Télévisions, c'était sympa. Voilà, c'est fluide, très fluide. Et donc, vous êtes venu à avoir cette idée de projet qui s'est mis en place. Vous avez commencé à faire, vous avez écrit ensemble l'émission pour les défis, c'est ça? Pour les défis, voilà, on a créé des défis.
moi, j'avais une idée bien particulière de ce que je voulais. Mais malheureusement, mon idée se rapprochait justement un petit peu trop du projet Poudlard. Tu vois, c'était un petit peu trop vraiment jardinier pur et dur. Et pour que ça colle au code de la télévision, il fallait un petit peu de show, un peu plus de divertissement. Et il fallait surtout que le concept rentre dans une semaine de tournage, parce que derrière, il y a une prod qui est incroyable. Tu as vu, il y a énormément de monde. Voilà, il y a de la logistique. Et moi, clairement, ça aurait été une émission qui se tourne sur un an. Ah oui, tu vois, avec des vrais jardins, avec de l'évolution, avec voir comment la nature réagit à ce que le jardinier aurait fait. Plus ambitieux, quoi. Voilà, pas plus ambitieux, mais c'est un projet qui aurait coûté énormément d'argent, et pour faire que 1 ou 2 ou 3 émissions, tu vois. Ouais. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse suivre l'évolution de la nature avec celle des candidats. C'est vrai, c'est intéressant. C'est un peu plus sur ce temps long, et finalement, à la télé, peut-être qu'on nous donne moins ça. Ça n'existe pas, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un film comme ça qui avait suivi quelqu'un sur 12-15 ans, je sais plus. Ça me parle pas. Ça te parle pas ? Ouais, non. Il y avait eu un film comme ça, putain, je sais plus. Enfin bref. Mais sur quel sujet ? C'était sur la vie d'un garçon qui traverse son adolescence, l'enfance jusqu'à ses 18 ans, je crois. Ok. Et ça existe, mais c'était il y a 10 ans qu'il est sorti ce film. D'accord. Enfin bref, peu importe. Mais ok, très bien. Et donc quand tout ça a été accepté, ça a dû te faire plaisir, non ? Moi, j'étais super content. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis retourné à mes occupations, mes projets YouTube. À ce moment-là, dans ma vie, je vivais une période compliquée, donc j'étais extrêmement occupé, on va pas se mentir. Et je pensais pas du tout que ça allait se mettre en place aussi vite. Pour moi, la télé, c'était une machine qui avait une inertie énorme, et je me suis dit, on va me recontacter dans je sais pas, 1 an, 2 ans. Et en fait, pas du tout. Le mois d'après, Fabrice Valéry et Laurent Devaux s'étaient mis au travail. Ouais. Ils avaient pondu une émission, des concepts, des défis. C'était déjà presque complètement écrit. Donc, on a commencé à faire les premières réunions de travail pour trouver le lieu. On a trouvé le lieu. Ensuite, sur le lieu, on a fait des réunions de travail pour peaufiner et ajuster un petit peu les défis. Moi, j'ai apporté mon œil technique. Je leur ai dit, non, là, faire une épreuve sur 25 mètres carrés, c'est pas possible. Il faut faire tant en temps de temps. Là, il nous faut telle plante. Là, il nous faut des objets, il nous faut ci, il nous faut ça. Et derrière, ce qui est cool à la télé, c'est qu'on est aidé par tous les métiers qui vont derrière. Les décorateurs, tout ça, quoi. Donc, tout ce que tu peux imaginer dans ta tête, c'est possible à la télé. C'est ça qui est fou. Voilà. Ça, c'est fou. Et ça a dû vraiment te changer de YouTube. Du coup, on en reviendra justement à YouTube. Moi, ça m'intéresse un peu ton parcours, tu vois. Mais toi, l'année dernière, donc c'était la première saison, celle qui va sortir bientôt. Là, le 7 mai. 7 mai. 7 mai. Ah, c'est bon, il y a une date. 7 mai. 7 mai, trop bien. Ouais. Ah ben oui, mais je l'ai eu la date en plus. Comment... Est-ce que tu es content de cette première saison ? Moi, je suis très content de la première saison. Bien entendu, il y a des choses que j'aurais ajustées, peut-être que j'aurais fait éventuellement différemment, mais je suis très content de ce qu'on a produit. J'ai la chance d'avoir vu les 5 premiers épisodes. Il y a tout, en fait. Il y a de l'humain, il y a de la nature, il y a du paysage, il y a du jardinage, il y a des rebondissements. Comme je disais, il y a de l'humain, donc forcément, il y a des rebondissements, il y a des petites frictions, il y a des histoires dans l'histoire, c'est trop bien. Franchement, c'est trop cool. Excellent. Et là, on est sur le tournage de la 2e saison, donc on vient juste de commencer, ça fait 2 jours là, même pas ? Moi, ça fait 48 heures que je suis en tournage. Là, on en est à la 2e journée, mais la première journée de défi. Ok, voilà. Première journée de défi. Ok, bon super. Et comment ça se passe avec Ariane ? C'est une bonne co-animatrice ? Mais Ariane, c'est devenu le binôme. Voilà, on s'entend trop bien. Ça a l'air de bien coller. On s'entend ultra bien. On a un humour douteux tous les deux. Voilà, on rigole des mêmes choses, on se joue des mêmes choses, donc c'est parfait, quoi. Excellent. Il n'y a pas de souci. Avant de continuer ce podcast, je voulais vous parler de notre partenaire AccessApp. Aujourd'hui, la plus grosse partie de mon activité, c'est déjà le service à la personne. Et plus mon activité se développe, plus je me rends compte que le vrai sujet quand t'es indépendant, c'est pas seulement le terrain, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. L'administratif, les outils, le suivi client, le développement commercial. Du coup, j'ai commencé à regarder les autres coopératives SAP. J'en ai comparé plusieurs, et celle qui m'a le plus convaincu, c'est AccessApp. Déjà, c'est parce qu'ils connaissent vraiment le métier du paysage. Ils ont plus de 8500 adhérents, dont énormément de paysagistes. Donc tu sens que c'est un système qui tourne déjà bien. Et surtout, c'est la première coopérative de service à la personne de France. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant,
c'est toute la simplicité derrière. Tu as un seul outil pour gérer toute ton activité SAP ou hors SAP. Tes devis, tes factures, tes clients, tout est centralisé au même endroit. Tu as aussi un Customer Care dédié qui accompagne tes clients sur les démarches administratives, l'avance immédiate, le suivi. Donc toi, tu peux vraiment rester concentré sur ton métier. Et honnêtement, tu sens que tout est pensé pour aller plus vite, pour être plus fluide et pour simplifier la vie des indépendants. Donc c'est pour ça que je suis en train de rejoindre la coopérative AccessApp. Si vous êtes paysagiste ou indépendant, n'hésitez plus, je vous mets le lien en description. Dites que vous venez de ma part pour recevoir un chèque de 50 € après l'encaissement de votre première facture. Et maintenant, retour au podcast. On va revenir bien en arrière même. Ouais. Quel est le premier souvenir de nature que t'as de végétal, de nature? Le premier souvenir de nature que j'ai, c'est même mon premier souvenir parce que j'ai toujours été comme ça depuis aussi loin que je peux revenir. J'ai toujours fait ça. En fait, j'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents maternels. Je construisais des bassins, je creusais partout. Ah ouais. J'étais une taupe. Je faisais des trous partout. Mes grands-parents habitaient Champigny dans le 94, en banlieue parisienne. Ils avaient un petit pavillon d'usine, là, je sais pas comment on appelle ça, ouvrier, pavillon ouvrier. Un jardin ouvrier. Non, ils avaient un petit pavillon. En fait, ils habitaient dans une sorte de cité de travailleurs, puisque mon grand-père travaillait dans une usine. Ouais. Et ils avaient des petits pavillons individuels, tu vois, avec des petits bouts de jardin. Ouais. Et depuis aussi loin que je puisse retourner dans mon esprit, je construis des bassins. Pourquoi des bassins ? Je sais pas, j'ai toujours eu un truc avec l'eau, les bassins, les jardins d'eau, construire des rivières, construire des aquariums, construire... voilà, ouais. Ça et les cabanes et les bassins. C'est vraiment mon Cabanes truc. Et bassins, ouais. Ouais, okay. ouais. Toi, tes parents, ils étaient un peu dans la nature? Pas du tout, ou des trucs pas comme ça? du tout, absolument pas. Aucun rapport. Okay. Mais vraiment aucun. Ok. Et les grands-parents, un petit peu, ils faisaient leur potager? Alors ouais, ma grand-mère, elle était très jardin. Ouais. Très jardin. Je pense que ça vient quand même d'elle. Voilà. Et mon grand-père m'a toujours accompagné dans ce que j'entreprenais. Lui, il était très bricole. Ouais. Donc j'ai allié les deux. Ouais, voilà, ça. Et ça a donné ce que t'es maintenant. Exactement. Est-ce que tout petit, tu savais un petit peu ce que tu voulais faire? T'avais une idée de ce que tu voulais faire ou Oui. J'étais pas un mauvais élève, j'étais même plutôt un bon élève. Et dès la 3e, j'ai quitté le cursus général pour aller vers le milieu professionnel parce que je voulais être jardinier, moi, déjà. Ah ouais, déjà de base. Ouais. Okay. Au tout début, vraiment tout début, quand j'étais petit, je voulais être conducteur de sous-marin, donc aucun rapport. Ouais. Voilà, quand j'ai compris qu'il n'y avait pas vraiment des hublots, tu voyais pas vraiment les poissons et tout, ça m'a un peu moins hypé. Ouais, et vrai, je me suis mis dans le jardin, voilà. Ok. Ouais. Et est-ce que c'était une route, parce que forcément la voie du jardinage, du paysagiste, elle est un peu, c'était considéré beaucoup comme une voie de garage. De garage, ouais. Est-ce que tes parents ont eu un peu peur que tu ailles là-bas, ou est-ce qu'ils ont accepté ce choix? Non, pas du tout. Ils ont compris? Pas du tout. J'ai jamais eu ce genre de soucis, ni même d'histoire de voie de garage ou quoi, puisque moi je savais juste que je voulais faire ça. Ouais. Je savais pas de quelle façon j'allais me débrouiller pour vivre de ça, mais par contre je savais que c'est ce que je voulais faire. Ok. Voilà, j'avais pas du tout envie, moi, de faire des choses dans lesquelles j'étais trop contraint. Ouais. Donc voilà. Rester à l'intérieur, travailler sur un ordinateur. C'était pas possible. De toute façon, j'ai pas des problèmes de concentration, c'est un grand mot, mais j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur ce genre de choses. Ouais. Est-ce que comment dire, est-ce que t'étais inspiré par des jardiniers avant d'aller dans cette voie? Ou des jardiniers, des choses que tu regardais? J'étais pas vraiment inspiré par des jardiniers, j'étais plutôt inspiré par des jardins. Okay. Il y a des jardins qui m'ont énormément inspiré. C'est assez paradoxal, mais j'ai été énormément inspiré par tout ce qui est jardin, Euro Disney, Parc Astérix, tout ça. Ouais, je trouve qu'il y a un gros travail de fleuristerie. On se rend pas forcément compte parce que les gens, tu sais, ils sont là et en fait c'est tellement la magie que les gens passent devant les jardins, ils pensent que comme ça, la nuit, les parterres de fleurs apparaissent. Quand tu arrives devant le château de la princesse, les arbres en taupière... ça se fait comme ça, ouais. Ça se fait comme ça, que ça pousse comme ça, que c'est Minecraft, quoi, tu vois. Alors que pas du tout. Il y a un travail de titan. Voilà, puis il y a d'autres jardins qui m'ont énormément inspiré. Et il y a aussi beaucoup de particuliers, des jardins qu'on ne connaît pas. Mais je suis un grand passionné d'animaux.
d'animaux rares et exotiques. C'est des choses qui me parlent énormément. Du coup, j'ai été amené à visiter beaucoup chez des éleveurs qui élèvent des espèces d'oiseaux très rares ou en voie de disparition, de grenouilles, de serpents, de reptiles, de tout un tas d'animaux en tout genre. Et très souvent, c'est des gens qui apportent quand même une finition particulière à leur jardin. Étant donné que c'est des amateurs de belles choses, ils ont très souvent des beaux bassins, des belles carpe-koi, des belles choses d'agrément qui vont avec, quoi. Ça, c'était des amis peut-être de tes parents qui avaient ce genre de... Pas du tout, Non, c'est des gens que j'ai toujours eu cette passion. C'est des gens que je contactais et je leur disais pour aller voir dans leur jardin. moi je suis passionné de ça, j'ai envie de partager un moment avec toi, est-ce que tu peux m'accueillir, quoi. Comment tu les connaissais, ces gens? C'était sur internet qui partageaient des trucs? Le début des groupes Facebook, les petites annonces, il y a des annonces à l'époque, il y avait des trucs qui s'appelaient par exemple Vogel Arena, c'était un site néerlandais qui recense des éleveurs d'oiseaux, mais c'est des choses très pointues. T'as des mecs en Hollande qui élèvent des colibris, je sais pas, du Panama, où il y en a 50 en captivité dans le monde, mais leur milieu naturel a été détruit, donc tu n'en trouves plus dans la nature. Tu vois, par exemple, ce genre de personnes existent. Et quand tu sais les contacter, les approcher de la bonne manière, partager ta passion avec eux, ils t'accueillent chez eux. Putain, c'est trop bien ça. Et là, t'as 14 piges. T'avais 14 piges. Ouais, t'as 13-14 piges, tu prends un train, tes parents savent pas où t'es, tu vas en Hollande chez des gens absolument inconnus. Partager cette passion des animaux et voilà quoi, et des jardins, des plantes. C'est génial, mais c'est très particulier puisque c'est plutôt tropical. Nous, on n'est pas dans un climat tropical. Non, pas du tout. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré cette envie d'aller dans le tropical justement ou Ouais, totalement. Comme je t'ai dit, je suis passionné de jardin, et je suis aussi passionné d'animaux, notamment des animaux qui viennent des tropiques équatoriaux, Amérique du Sud, Amérique latine. Surtout, Nouveau Monde. Pas tellement le continent asiatique, Bornéo, Australie, tout ça, même s'il y a des folies, c'est moins mon truc. Donc c'est l'alliance des deux, en fait, qui m'a fait construire une serre chez moi avec un biotope plutôt Amérique du Sud, quoi. Trop bien. Quand t'es parti justement pour faire ton bac pro, j'imagine, c'est ça, hein? J'ai fait un bac pro. T'as fait un bac pro? J'ai fait un BEP, un bac pro, un BTS. Ouais. Voilà. Le BTS, c'était un BTS quoi? Aménagement du paysage. Donc tu as fait BEP, BTS, paysager. Est-ce que c'est Non, c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. BEP, c'est brevet d'études professionnelles, c'est le début. Quand tu sors de 3e, tu fais un BEP. À l'époque, moi, c'était en 2 ans, maintenant, c'est en 3, je crois. C'est ce qu'il nous disait Mathéo. Ouais, voilà. Quand tu as fini ton BEP, tu fais un bac pro. Ou un BE, un brevet d'études. Par exemple, BE, c'est plus une spécialité. Tu vas faire un BE arrosage automatique et tu vas devenir un spécialiste de l'arrosage automatique. Je vois. Voilà, moi, j'ai pas fait de BE, j'ai fait un BEP. J'ai fait un bac pro, pardon. Donc, toujours pareil, aménagement du paysage, travaux paysagers. Ensuite, j'ai fait un BTS en alternance. Toujours aménagement du paysage, travaux paysagers, option travaux paysagers. Ensuite, j'ai fait une licence et un master, ça s'appelait à l'époque GEPVU, gestion environnementale du patrimoine végétal urbain. Donc, tu apprends à gérer le patrimoine végétal des villes. Donc toi qui me parlais tout à l'heure de ce que j'ai fait en ville, de ton écocide, non, j'abuse un peu. Non, mais on apprend à gérer environnementalement un petit peu tout le patrimoine des villes, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose dont on n'a pas, le commun des mortels n'a pas conscience de ça. Par exemple, sur l'île Saint-Louis à Paris, il y a un arbre c'est le plus vieux de Paris. De mémoire, c'est un robinier, Faux acacia. Faux acacia, ouais. Qui pique alors? Qui pique, bien sûr. C'est le plus vieil arbre de Paris et cet arbre, je crois qu'il a 500 ans, 700 ans, quelque chose comme ça. Truc de fou. Voilà. C'est comment le gérer correctement pour qu'il reste le plus longtemps possible. Exactement, comment le protéger, comment le gérer, comment est-ce qu'on fait pour que les gens en profitent mais sans lui porter atteinte. Comment est-ce qu'on peut connecter, par exemple, le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, qui sont à l'opposé l'un de l'autre, en créant des trames vertes ou des trames bleues dans Paris pour que les animaux puissent circuler. Comment gérer les espèces invasives, comment réussir à garder des pollinisateurs en ville. Toutes ces choses-là, tout ce qui a trait à l'écologie, à faire rentrer le vivant dans les villes, de manière à les refroidir aussi. Ouais, ça c'est clair. Super important. Surtout à Lyon même. Ouais. Et à ce que tout le monde puisse vivre en adéquation. Parce que des fois, par exemple, j'en sais rien, je vais te donner un exemple, justement le robinet Faux acacia, au printemps,
les pucerons ont tendance à venir le piquer, il va produire du miel, il va souiller toutes les voitures qu'il y a en dessous. Ah oui, donc comment est-ce qu'on va faire quand on est technicien des espaces verts de la ville de Paris pour que ça n'arrive pas ? Pour anticiper un peu ce problème. Exactement, méthode prophylaxique, tout ce qui est traitement, que ce soit bio ou que ce soit chimique, parce que le chimique, ça n'est pas à diaboliser. Du chimique bien utilisé, ça fonctionne aussi. La dose est dans le poison, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, il ne faut pas être extrémiste. On n'est pas très nuancé en Europe et en France. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance par rapport à ça. Ouais. En même temps, ça fait très peur, quoi. Je peux comprendre. Je suis d'accord, ça fait peur, mais il y a chimie et chimie, déjà. Il y a des choses qui sont bien moins flippantes que d'autres. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'aussi dans le bio qu'on achète, il y a quand même des pesticides et des... Il y a quand même des... Il y a des... C'est comme tout. Ouais. Voilà, il faut... Moi, je pense qu'il faut avoir une réflexion là-dessus, justement. Il y a des gens, malheureusement, qui ont besoin encore de travailler un petit peu avec du chimique. Je pense pas qu'ils le fassent de gaieté de cœur. Ouais, c'est sûr. Mais derrière, il y a des logiques de rendement, il y a des logiques d'entretien. Tu vois, par exemple, ici, alors je vais m'avancer, je sais absolument pas ce qu'ils font, mais je pense qu'ils utilisent un petit peu de désherbant parce qu'ils n'ont pas le choix. Eh ben, pour les buis non, les buis, c'est du bio, justement. Ah oui, c'est du bio. Les buis, en fait, ils sont attaqués par la pyrale. Ouais, la pyrale. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a le Bacillus thuringiensis qui flingue les chenilles de la pyrale. Ok. Voilà, donc ici, pour le coup, c'est du bio. Ouais. Mais je pense que quand tu as un jardin comme Flaugergue et qu'il n'y a qu'un seul jardinier... Non, il n'y a qu'un seul jardinier, il n'y a qu'un seul jardinier ici, c'est pas une blague. Ah ouais. C'est une machine. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, comment tu fais ? Il y a un jardinier à l'année. Ouais. Putain, la vache. Ouais. Ça doit être trop cool d'être tout seul là et de pouvoir gérer un peu cet espace. Le taf. Rien que les mosaïques de buis là. C'est une semaine de travail minimum. Il passe une semaine et après tu dois aller sur un autre. Voilà, c'est un truc de fou. C'est ça. Quand tu as fini, toi, à l'issue de tes études, tu voulais faire quoi exactement, justement ? À l'issue de mes études, alors en fait, moi, mes études, j'ai fait mon BEP, je suis parti travailler 1 an. Ah ouais, t'as travaillé. J'ai fait un bac pro, je suis parti travailler 1 an. J'ai fait un BTS, je suis parti travailler 1 an. Et à chaque fois que je finissais un examen, en fait, je partais bosser pour voir si c'était suffisant pour gagner ma vie, pour pas être un esclave, parce que ça, c'est pareil, c'est un truc que je déplore, mais dans beaucoup d'entreprises, quand tu pars en apprentissage ou quand tu pars en stage, t'es un esclave. En fait, on te prend pour de la chair à canon, on se dit le jeune, il est là, il va la fermer, il va aller ramasser des feuilles, il va aller ramasser des seringues de crackhead au pied des résidences en banlieue, des trucs comme ça. Et il y a plein de jeunes, je pense, qui doivent être dégoûtés. Ah, mais dégoûtés. C'est sûr et certain. C'est évident. Ouais. Et ça m'est arrivé. J'ai bossé à Créteil dans une boîte où j'ai fait ça. En fait, tu ramasses des merdes de chiens, tu ramasses des seringues. Ouais, et j'ai dit, c'est mort, je retourne bosser et on reverra dans 1 an. Je suis parti en bac pro. Ouais. Et quand j'ai eu fini, j'étais sur Paris. Je suis parti en apprentissage dans ma région natale, qui est le sud, Perpignan, tout ça. Et je suis tombé dans une boîte familiale. Arnaud Diaz paysagiste, voilà, pour les citer. Ouais. Boîte familiale où il travaille, il y a les 2 fils, il y a le père, il y a les 2 frères, et il y avait pas mal d'employés, énormément d'outils, un gros réseau où en fait j'ai commencé à faire de la création, les gens m'ont fait confiance, je me suis retrouvé à être dessinateur, j'ai répondu à des appels d'offres pour eux, il y a des clients même qui me disaient je veux que ce soit lui qui dessine mon jardin, ils m'ont laissé carte blanche. Ça, c'est trop bien. Et c'était trop bien. Alors, bien sûr, il y a eu des moments difficiles. Bien sûr, j'ai pesté contre eux, mais c'est normal, parce qu'on ne peut pas faire que du bon non plus. Mais c'est là où, en fait, j'ai vraiment découvert le métier et j'ai vraiment pris conscience que c'était ça que je voulais faire toute ma vie. Mais ça, c'est un truc difficile. Hein. Moi, j'ai fait une reconversion dans le paysage quand je suis parti à Vancouver, au Canada. Okay. Et en fait, ce qui m'a fait kiffer, c'était mes chefs d'équipe qui m'expliquaient correctement comment il fallait utiliser les outils, comment il fallait tailler, comment machin, même si c'était compliqué au début parce que tu dois forcément ramasser les trucs derrière les gens qui taillent, etc. Bien sûr. Mais vu qu'on t'explique correctement et qu'on te dit, bah voilà, la semaine prochaine, je vais t'aider à passer la tondeuse, on va vraiment apprendre ça correctement, et bah là, t'apprends et t'as envie d'être meilleur. Et t'as envie. En plus, ils te disent, bah voilà, au début, on va travailler sur la qualité, ensuite sur la rapidité, et puis je vais te donner un petit peu un retour à la fin de la journée pour savoir comment t'as fait, etc. Et ça, mais j'ai évolué rapidement parce que j'ai voulu le faire. Je pense que c'est pareil pour toi. Si en plus j'ai vécu la même chose. Alors que si on te dit rien, et qu'on te dit, bah voilà, va ramasser ça, on t'explique même pas quand est-ce qu'il faut revenir ou quoi que ce soit. On te laisse aucune chance. On te laisse aucune chance et du coup, tu te décourages hyper facilement. Et c'est ça. Ouais. Pour les gens qui font aussi des reconversions ou même ceux qui viennent tout simplement, mais quand on t'explique rien, putain, ouais, t'as vraiment pas envie de continuer là-dedans, t'es dégoûté. C'est ça.
tu prends du chômage, tu vas faire enfin je sais pas, tu vas dans une école pendant 1 an et tout, et tu te retrouves comme ça, et en plus t'es pas hyper bien payé. En plus, t'es même très mal payé, on va pas se mentir. Bah ouais, ça te décourage. Ouais, moi à l'époque, bon maintenant ça commence à dater, mais c'était il y a une vingtaine d'années maintenant que j'étais apprenti. À l'époque, ouais, tu gagnais 800 euros par mois. Ouais. Bon, quand t'es apprenti, que t'as 17 ans, t'es le roi du pétrole. Mais après, bon, voilà. Pour vivre, c'est compliqué, ouais. Moi, chaud, je pense que les entreprises, elles devraient instaurer la règle du 1/3, 2/3. Tu dois forcément faire 2/3 de merde et au moins 1/3 de création. Comme ça, tu vois le métier. Parce que, bien entendu, l'entretien... pour la personne, c'est ça que tu dis. Pour l'apprenti, ça devrait être un minimum. Ça devrait être obligatoire. Tu peux pas faire 100% de merde. Non, c'est pas sinon possible. T'es dégoûté, tu veux plus y aller, quoi. Et puis pour faire ça, t'as pas besoin de prendre un jeune qui va être jardinier ou qui va être paysagiste. Tu prends n'importe qui, en fait. Tu prends quelqu'un qui a besoin de travailler, tout simplement, et voilà. Ouais. Donc ça, c'était tes premières expériences alors en tant que travailleur dans le paysage. C'est ça, premières expériences en tant que travailleur dans le paysage. Deuxième expérience très bonne. Exceptionnelle. Et pourquoi t'es parti alors ? Je suis pas parti. T'es pas parti, je suis retourné faire mes études 2 ans. Ok. J'ai bossé dans 7 entreprises en apprentissage. D'accord. Ok. Et là, bien que je ne sois pas footballeur et que je vais pas dire j'ai pas pu percer en L1. Comment on dit, en L1, Ligue 1. je me suis pété les croisés. Non. Tu vois, je me suis pété les croisés. Et du coup, arrêt de travail de 9 mois. Mais moi, je suis passionné par mon métier. Je vais voir le boss et je lui dis si tu veux, je viens au bureau. Et en fait, j'ai commencé au bureau. Je venais le matin, j'allais bosser au bureau. Il m'a laissé un ordinateur et tout. Je commençais à faire des petits plans pour ses clients. L'infographie, il y avait un mec qui était payé pour ça. Il m'a un petit peu formé, il m'a mis le pied à l'étrier. Moi, de mon côté, je me suis démerdé tout seul pour apprendre. J'ai commencé à dessiner des jardins. Ça a commencé à être concluant. Donc, dans cette entreprise, grâce aux croisés, finalement, j'ai percé. Tu t'es fait ça, comment les croisés en faisant le guignol. Je me suis pété les 2. Ah merde. En faisant le guignol. En même temps Non, pas en même temps, mais je me suis fait opérer des 2 en même temps, du coup. Ah putain. J'ai fait un et après l'autre. À l'internat, en faisant le con, sombre histoire de soirée. Voilà. Ok. Et t'as pu apprendre, du coup, à faire les jardins sur les plans. Donc, à l'époque, il s'appelait Sylvain, le dessinateur de la boîte. Il m'a pris avec lui dans son petit C15, là. Enfin, il avait un Kangoo, truc comme ça. On allait chez les clients, rendez-vous clients. Qu'est-ce que vous attendez de nous ? Qu'est-ce que vous voulez comme jardin ? Ok, on va prendre les métrés, on sort le mètre ruban, on sort le niveau de chantier, on prend les métrés. Bon, maintenant, moi, je vais dessiner le jardin sur l'ordinateur. Toi, t'as qu'à le dessiner sur papier et on voit si t'as réussi à prendre bien comme il faut les cotes. Puis, petit à petit, tu commences à faire un projet. On va aussi le présenter au client, on va voir lequel il préfère. Et tu vois, il n'y avait pas de compète. Il s'est pas dit, ça va être relou, truc. Et ça s'est trop bien passé. C'est comme ça que je me suis retrouvé à commencer à concevoir des jardins. Putain, c'est génial. Du coup, tu es resté dans cette boîte. Je suis resté dans cette boîte. D'accord, ouais. Et je finis mon BTS, j'ai eu mon BTS, avec mention s'il vous plaît. Félicitations. Merci. De là, je me dis, est-ce que je vais bosser ? Ouais, je bosse 1 année, toujours dans cette boîte, mais cette fois-ci, du coup, je suis salarié. Ouais. Et il y a eu un moment donné où il fallait que j'essaye autre chose. Donc, j'ai une opportunité qui se présente. J'avais passé un concours comme ça au hasard à l'école du Breuil. Donc, on a des candidats Mathéo. Mathéo qui est à l'école du Breuil. Et je fais cette licence, GEPVU, là, qui est avec donc école du Breuil, fac d'Orsay et muséum d'histoire naturelle à Austerlitz, Paris Austerlitz. Okay. Et ça se passe plutôt bien. Et je rajoute cette corde à mon arc, du bio, de l'écologie, de la gestion du patrimoine végétal, toutes ces choses-là. Voilà, que je rajoute. Et puis après, j'ai rajouté un petit peu de biologie végétale derrière. Et voilà, c'était la fin de mes études. Ok, la fin de tes études, qu'est-ce qui se passe ? Je retourne travailler toujours dans cette boîte. Voilà, et ça se passe plutôt bien. Et j'ai passé en tout... entre mes apprentissages, les saisons que j'ai fait et les CDD puis les CDI que j'ai eu là-bas, j'ai dû y bosser 14-15 ans, tu vois. Ah bon ? Ouais, un truc comme ça. Quel âge ? Bientôt 40. Non. Ouais, bientôt 40, très bientôt. Donc voilà, j'ai fait ça. La 5e année, je pars et je me dis je vais m'installer. Ok. Donc je monte ma boîte.
La 5e année pendant... À la 5e année où je bosse, j'étais en CDI, voilà, et je me dis, un CDI c'est trop cool et tout, mais je me vois pas quand même maintenant faire tout le temps la même chose. C'est quand même une boîte familiale, on fait beaucoup d'appels d'offres et tout, et malgré tout, il y a des limites. Moi, j'avais besoin vraiment d'une totale liberté. Et je me dis, je vais m'installer tout seul. Et en fait, il se passe pas ce que j'avais prévu. Ah mince. Mais pas du tout. Parce que pour gagner ma vie, pour payer mes charges et tout, c'est très compliqué en France. Il fallait que je fasse beaucoup de merde, justement. Et je retourne un peu à ma première année dans le paysage, à ramasser des feuilles, à entretenir des jardins, à nettoyer des usines, voilà, pour manger. Ouais. Et ok, je suis libre, mais en fait, je suis pas libre parce que je dois charbonner comme un con pour la gagner, cette vie. J'ai un loyer à payer, j'ai un crédit à payer, enfin, voilà. Alors c'est intéressant peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent se lancer comme ça à leur compte, parce que c'est toi, tu avais l'expérience. Qu'est-ce qui t'a manqué justement pour vraiment arriver à, peut-être avec du recul là maintenant, à bien te lancer tout seul? Moi, ce qui m'a manqué, je sais pas comment exprimer ça. En fait, je pense que j'ai un esprit qui est trop libre. J'ai pas réussi à me conformer à ce que voulaient mes clients, etc. Au bout d'un moment, j'avais plus envie de créer pour les autres, j'avais envie de créer des jardins que pour moi. Et quand il y avait un client qui me disait, bon, bah là, je veux un gazon, là, je veux que tu me mettes une tuyère et tout, ça me saoulait. Je comprends. Et tu vois, les gens, pareil. Tu me mets du gravier là, de partout. C'est ça. Et en fait, ça me saoulait. Les gens, tu vois, ils viennent de mettre 300 000 balles dans une maison. Après, il leur reste 10 000 euros pour faire un jardin. Donc, tu mets de la toile, tu mets du gravier. T'es dans le sud, tu plantes un olivier là, tu mets 3 lavandes au pied et c'est bon. Et on fait tout le temps pareil. Ah ouais, c'est vrai. Et ça m'a saoulé. Ouais, je comprends. Donc je suis devenu bûcheron. Voilà. Ok, t'es devenu bûcheron. Ouais, je suis devenu bûcheron. Mais à ton compte? Ouais, à mon compte. Ok. Ouais, je suis devenu bûcheron. Est-ce qu'il faut passer une certification, un truc comme ça? Parce que c'est quand même pas simple, il y a une école de bûcheronnage à Pamiers que je n'ai pas faite. Mais à Pamiers, par exemple, dans l'Ariège, tu peux devenir bûcheron, puis il y en a certainement d'autres. Tu peux être élagueur, tu peux être plein de trucs. Et le parrain de mon fils étant bûcheron de formation, t'as appris un peu. On a bossé ensemble. Moi, j'avais ma boîte, il avait sa boîte. On s'est mis à deux, on faisait des gros chantiers ensemble et tout. C'était trop bien chez des particuliers. On bossait régulièrement aussi pour mon ancienne boîte, où il nous a appelés des fois quand il y a des arbres trop gros, parce que bûcheron, c'est une spécialité. On arrivait, on déglinguait les arbres, voilà. C'est élagueur ou c'est bûcheron? C'est la même chose. Mathieu, mon pote, était élagueur, lui. Et moi, j'étais plutôt bûcheron, tu vois. C'était tout le travail de bûcheronnage. Je débitais au sol, j'abattais des arbres. Lui, il grimpait. Lui, il grimpe et toi, voilà, et moi, je faisais le travail par terre. Je chargeais le bois, trucs comme ça. Et j'ai adoré cette époque de ma vie. C'était trop cool. Ah ouais? C'était vraiment le métier que j'ai aimé. Tu vois, il y a une trop bonne image du bûcheron. J'aime les machines aussi. Donc, avoir une belle tronçonneuse, truc, c'était trop bien. Et Covid. La Covid, la fameuse Covid. La Covid-19. Covid, le rhume 21. Le rhume 21 arrive. Et là, plus de boulot, quoi. Si, plein de boulot. Nous, on est dans le sud, les Catalans, on est libres, on travaille quand même. On en a absolument rien à foutre du Covid. On travaille. Mais il y a eu quand même un moment dur où on se retrouve bloqué. Et là, je fais la rencontre d'un mec qui me dit ta passion est folle. Parce que j'avais déjà construit une serre chez moi. Moi, je vivais ma passion en off, tu vois. J'étais bûcheron, mais à côté de ça, j'étais toujours passionné de plantes sud-américaines, de piranhas, de colibris et tutti quanti. Donc en off, je construis une serre chez moi, je mets des plantes sud-américaines et je construis mon mini biotope. Et j'ai ce pote-là qui vient de se faire virer de son job, du coup, qui vient à la maison passer quelques jours après le Covid et qui me dit « Putain, ta passion, elle est folle. Moi, je suis dans l'image. Faudrait qu'on fasse des images. Ça va trop bien marcher sur les réseaux. » Et là, je te parle d'une époque où quand tu scrollais sur Instagram, c'était pas infini. Non. C'était juste que c'était des Reels déjà, mais c'était pas infini. Genre, tu scrollais 5 minutes et tu retombais sur les mêmes parce qu'il n'y en avait plus. C'était le début. Instagram, tu pouvais finir le jeu, tu vois. C'était cette époque-là. Et il me dit, ma meuf, elle fait du contenu, elle a une communauté de 100 000 abonnés, elle a déjà monétisé, elle gagne sa vie, nous on va faire pareil. Et je dis, mais tu délires. Il me dit, non, moi j'ai essayé, mais j'ai pas de passion et tout. Par contre, moi je sais faire des images, on fait ça tous les deux. Donc on fait ça tous les deux. Et très rapidement, on a 10 000 abonnés, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, ça va trop vite. Mais vraiment trop vite. Je te parle de ça en 5-6 mois, tu vois. Ah ouais, putain. Ouais, c'est allé super vite. Il avait les clés lui aussi, parce que du coup, il faisait lui, il avait les clés de l'audiovisuel. Bon, entre-temps, ils se sont séparés. Enfin bref, lui, il faisait de l'audiovisuel.
Et donc, voilà, il savait mettre en scène, truc. Moi, son métier, je l'ai appris très vite. J'ai commencé à faire ça. On a fait ça ensemble pendant 3 ans. On s'est séparés, j'avais environ 100 000 abonnés. Après, j'ai continué tout seul. D'accord. Lui, il est parti de son côté. Maintenant, il travaille pour la Marine nationale, pour la police. Voilà, il a travaillé pour Guillaume Play. Donc, ouais, c'est pas un clown. Hein. Donc, voilà. Et ça a été une super aventure qu'on a passée ensemble. Il y a eu d'autres problèmes qu'on fait qu'on a dû se séparer parce que moi personnellement à ce moment-là, comme je te disais tout à l'heure, dans ma vie ça a été très compliqué et ça a commencé à jouer sur notre association. D'accord. Voilà, parce que pour être totalement cash, je me suis retrouvé au tribunal, j'ai eu des grosses amendes, etc. Je passais tous mes lundis à la gendarmerie. Qu'est-ce qui se passait ? J'ai construit une cabane dans les arbres, figure-toi. Ah mais oui, je l'ai vu cette cabane. Rien de très grave. Hein. Je suis pas un repris de justice, j'ai tué personne, j'ai agressé personne. Et avec mon ancien associé, on part au Costa Rica faire du contenu. On fait les meilleurs contenus de notre vie. Genre des vidéos YouTube à 1 million de vues, voyages incroyables, sponsorisés par des marques. On leur fait un contenu, mais de qualité de fou. Les marques trop contentes. Et quand je rentre du Costa Rica, un matin, j'habite en pleine montagne, 4 bagnoles de gendarmes, la PM de mon village, le maire, tout ça chez moi, au milieu de rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? J'ai les vidéos. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour monsieur, vous avez été dénoncé à la DDTM, vous avez construit une cabane dans les arbres, on va prendre compte de tout ce qui s'est passé, on va tout mesurer et on va vous expliquer ce qui va se passer par la suite. Sympa. Et de là, l'enfer commence. Donc, chez les gendarmes tous les lundis matins pour leur montrer où est-ce que j'en étais de mes permis de construire que je n'avais pas fait, bien entendu. Permis de construire, en fait, pour moi, j'avais pas besoin d'en faire parce que la cabane faisait moins de 21 mètres carrés, il y avait aucune fondation béton, c'était 100% bois. J'avais regardé, le maire de ma commune m'avait donné un accord verbal et écrit en interne. Voilà, sur lequel il a dû revenir parce que la personne qui s'est chargée de me dénoncer est allée, vu que le maire était plutôt de mon côté, parce que forcément il y a Maison du Monde qui est venu shooter chez moi, ça a apporté de la vie dans sa commune, il n'était pas contre. Et ce que je peux comprendre, il n'a pas voulu se mouiller plus pour moi, donc après il m'a laissé gérer, mais la personne qui m'a dénoncé est allée à la DDTM, et la DDTM c'est la direction départementale du territoire et de l'aménagement, je sais pas, un truc comme ça, enfin je sais plus, bref. Le DDTM, Comcom et tout ça, et donc j'ai eu affaire à tous ces fonctionnaires qui en ont rien à foutre en fait. C'est la machine s'est lancée et ensuite t'as plus affaire à des humains, t'as affaire à une machine en fait. Donc qui te broie quoi. Voilà, ça a duré 1 an et demi. Ils m'ont Qu'est-ce qu'on te reprochait donc d'avoir fait cette cabane sans autorisation ? D'avoir construit cette cabane dans une zone rouge avec un risque incendie. Voilà. Sachant qu'à 100 mètres de chez moi, il y a un camp de hippies. Et on les fait lâcher. Ils ont des yourtes, ils font du feu, ils salopent les rivières littéralement, il y a des détritus partout, etc. Et eux, c'est OK. Voilà. Parce que quand tu as des choses à perdre, quand tu possèdes une maison, quand tu payes des impôts, on a un moyen de pression sur toi. Pour récupérer de l'argent, quoi. Exactement. Quand c'est pas le cas, tu fais un peu ce que tu veux. Voilà. Donc on va pas leur courir après, on les laisse faire, eux, c'est OK. Par contre, toi qui as construit ta cabane, tu as l'air d'avoir réussi à monétiser un petit peu tout ça et tout, on va venir te chercher. Oh, c'est fou quand même. Hein. Tant et plus que la pression a été tellement forte, j'ai vendu ma maison, j'ai détruit ma cabane, j'ai détruit la serre. Ouais, ça on l'a suivi un peu sur les réseaux, je crois. Voilà, on a suivi un petit peu sur les réseaux. J'ai pas pu forcément en parler parce que c'est passé au tribunal, ça a été compliqué. Donc tu peux pas, Voilà. Et j'ai tout vendu. J'ai plus produit de contenu pendant quasiment 1 an. Et j'ai reconstruit une vie de A à Z. J'ai changé de vie, j'ai changé de compagne, j'ai changé de maison. J'ai changé de tout en fait. D'un seul coup, ça a été très dur. Mon chien est mort au même moment. Voilà, retournement d'estomac soudain. Ma chienne, c'était ma vie. Elle s'est retournée l'estomac, elle est morte. J'ai perdu mes fameux grands-parents qui m'ont, tu vois, qui m'avaient appris un petit peu tout ce que je sais aujourd'hui, hein, que ce soit ma grand-mère, mon grand-père. C'est arrivé très vite à ce moment-là, en fait. Et du coup, dur, quoi. Dur. Heureusement, entre-temps, j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment épaulé. Voilà, notamment ma nouvelle compagne, mon fils avec qui je partage maintenant cette passion. Et c'est un peu une victoire, ça, parce que en grandissant, plus il grandit, plus il est passionné par ce que je fais. Tu vois, regarde, c'est trop drôle, mais là, actuellement, il est avec son grand-père qui m'a envoyé des photos tout à l'heure. Et tu vois, les activités de mon fils,
Ah, c'est du jardinage, quoi. Voilà. Avec de la mousse. Il fabrique des terrariums. Okay. Tu vois, avec du jardinage, il a des cubes, là, il fabrique des terrariums. Je vous montre ça en speed. Donc, tu vois, trop cool. Ah, c'est mignon. La relève est assurée. Assurée complètement, cool. tu lui donnes l'exemple. Voilà, et moi, j'ai pas le droit de le montrer sur mes vidéos YouTube, sur mes vidéos Instagram, mais en off, on partage tout. Et c'est trop cool, quoi. T'as pas le droit parce qu'il est mineur Alors déjà parce qu'il est mineur, donc sur les contenus sponsorisés, etc., j'ai pas le droit, sinon il faut le mettre dans une agence de mannequinat et coffrer l'argent que je pourrais gagner grâce à son image. Pour lui, ouais. Donc déjà ça c'est compliqué et sa mère en fait me défend de le montrer sur mes réseaux sociaux, ce qui est compréhensible, c'est peut-être la seule chose sur laquelle on est d'accord ensemble actuellement. Donc voilà, je le montre très peu, en tout cas il y a des gens qui le connaissent des réseaux sociaux mais ils l'ont toujours vu de dos et voilà, on sait qui il est, mais c'est pas un personnage de mes réseaux, quoi. Ouais, mais je pense que c'est important parce qu'il y a des trucs je suis d'accord quand même sur internet et tout par rapport aux enfants. Ouais, c'est vrai c'est bien de les protéger, quoi. Ouais, c'est bien de les protéger. Des fois, je suis tenté parce que c'est mignon. Et puis c'est un sketch, tu vois. C'est un vrai personnage, il a une vraie personnalité. Ah, si, il vient de toi, j'imagine. Ouais. Et j'aimerais trop qu'à terme, tu vois, il a 6 ans, que dans 7-8 ans, on puisse former un duo. Et tu vois, lui donner un métier clé en main, fils, tu vas pouvoir profiter de ce que tu aimes faire, vivre de ta passion, on va bosser sur les réseaux ensemble. Bon, je sais pas ce qui va se passer dans la vie, tu vois, ça se trouve demain les réseaux ça n'existe plus, mais j'aimerais trop un jour pouvoir faire un truc comme ça avec lui, quoi. Trop bien. Voilà. Ça c'est cool. Est-ce qu'on peut revenir, donc toi tu as construit une serre, enfin un bassin même? Ouais, j'ai construit un bassin, une rivière, une serre, pardon, chez moi, totalement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce que est-ce qu'il faut pour ceux qui sont intéressés, parce que moi j'ai vu ce que c'est hyper impressionnant, tu mets de l'eau, tu mets des animaux, tu mets des trucs. Il y avait un biotope, il y avait des grenouilles qui viennent du Costa Rica qui se reproduisaient dans ma serre. C'est un truc de dingue. Sans que je nourrisse, je ne nourrissais plus. C'était roue libre total, c'était un biotope. C'est un truc de barjo. Il a fallu tout calculer, faire des essais. Ah ouais, c'était. Okay, bah, comment t'as commencé alors du coup? Parce que est-ce que t'avais construit des petits trucs dans des appartements si t'habitais en appartement avant? Moi j'ai commencé comme ça. J'ai un frère qui est pareil passionné de caméléons, tout ça. Il avait des caméléons. Et un jour, je lui ai dit, vas-y, on démonte le dressing de l'appart à Paris. On habitait chez nos parents à l'époque, encore. Je lui ai dit, on démonte le dressing. D'ailleurs, il existe toujours un blog à l'époque, c'était dans les années début 2000. Ça s'appelait Tana Ali, T-A-N-A-H-A-L-Y. C'est un forum sur les éleveurs de caméléons. C'est que des mecs qui élèvent des caméléons. Et là, je vois des flexariums, c'est des trucs dans lesquels tu élèves les caméléons. Et je me dis, putain, mais les mecs font venir des caméléons de Madagascar. Ils leur font prendre l'avion et tout. La moindre des choses, c'est leur offrir un bel endroit pour vivre. Tu peux pas les cloîtrer dans des trucs en grillage là comme ça. Enfin, c'est une honte. Vous êtes dégénérés. Donc je dis à mon frère, vas-y, on fait péter le dressing et on va construire un petit morceau, un slice de forêt, tu vois. Donc on a fait premier gros setup qu'on fait avec mon frère, c'est on va dire 3 mètres par 2,50 hauteur de plafond. Putain, c'est fat. Ouais, par 1 mètre de profondeur. Un dressing. Ouais, quand même. Un dressing. Ah ouais, mais un beau dressing, ouais. Ah ouais. On met des plantes partout. Le caméléon, c'est pas un animal qui est très fugueur, qui est très rapide. On met du branchage et tout, on laisse ça ouvert. Des spots intégrés, issus de la culture de cannabis, parce que c'est des précurseurs. Donc lampage QI, lampage sodium, et on fait pousser des ficus, on fait pousser des cheflera. Je commence à aller chercher de la plante rare un petit peu, tu vois, qui vient de Madagascar. Et on fait une dinguerie, vraiment. Et entre-temps, la vie, elle évolue et tout. Je me casse dans le sud, j'abandonne tout ça, je me mets à travailler et ça revient plus tard. D'accord. Voilà. Ton frère est encore grand passionné de caméléons? Toujours, ouais. Mon frère élève actuellement des anolis. C'est des petits lézards qui vivent tout pareil en Amérique du Sud. Je pense que c'est un peu moi qui lui ai filé ce truc. On a 7 ans d'écart, 6 ans d'écart. T'es l'aîné? Je suis l'aîné, ouais. Et actuellement, il élève des anolis. Il est passionné de reptiles, de serpents, de lézards. Il bosse dans un des plus gros centres d'élevage de reptiles de France. Ok, j'en mets à Paris alors. Voilà, à Paris. Voilà. Et t'as d'autres frères et sœurs aussi ou on est 3 frères, 1 sœur. 3 frères, 1 sœur. Ouais. Et elle est dans la nature un petit peu la sœur ou non, pas du tout. Trop. Pas du tout. Il y a que un de mes frères qui a pris mon truc et les autres chacun a suivi sa voie. Ok, ça marche. Vu la taille du biotope que tu as créé, tu as dû voir les choses en grand dès le début ou tu as commencé petit à petit? À ce moment, en fait, le confinement arrive. Moi, je suis passionné de plantes, donc je commence à acheter des vitrines chez Ikea.
Ouais, pour créer maintenant des ça se fait beaucoup, mais à ouais. l'époque ça se faisait pas du tout. Ouais. J'achète des cure-verts là, comme ce qu'on a là derrière, tu sais les cure-verts Ouais. pour ranger les fringues l'hiver là. Mhm. Quand ta daronne elle range la doudoune du ski là pour tout l'été et que tu le ressors en hiver pour aller je sais pas où à Tignes ou que sais-je. Bah moi en fait je récupère ça et en fait ça fait une serre. Tu mets un spot dessus, ça chauffe un peu. C'est vrai. Et ce que t'as enfermé dedans, ça fait une serre. Ouais. Et je commence à cultiver mes plantes dedans. C'est des plantes qui vivent à 90-100% d'humidité, à 24-27 degrés, 30. Ouais. Tu mets un minuteur, tu mets 12 heures, un petit cordon chauffant et t'as un mini biotope, quoi. Ok, super. Et je cultive mes plantes là-dedans. T'es allé prendre des infos sur internet pour trouver ça, j'imagine? Bah non, je sais cultiver des plantes. Je fais ça depuis tout petit. Voilà, en fait, je regarde. C'est le début du iPhone, tu vois. Ouais. Je regarde la météo Vallée del Cauca en Colombie. Ah bah tiens, aujourd'hui, voilà. Ah putain, dans la Vallée del Cauca en Colombie, la nuit il fait quand même frais, il fait 13-14. Par contre, l'après-midi il fait 30, 100% d'humidité, il pleut tout le temps. Et tu vois, je prends les infos ça, là et j'adapte ça. Okay. Et ça marche super bien. Ouais, je cultive des plantes extrêmement rares, de plus en plus rares en fait. Je mets de plus en plus de thunes dedans, je me déplace, je traverse l'Europe pour aller les chercher. D'accord, tu te déplaces ou tu te les fais envoyer aussi de temps en temps, c'est ça? À ce moment-là, en fait, c'était pas encore l'hype. Les gens, ils envoyaient pas, tu te déplaçais. Okay, ouais. Tu sais, on était une poignée de passionnés. C'était vraiment le début et on se déplaçait, on passait une journée ensemble, on discutait. Je prenais ma bagnole de Perpignan, j'allais à Paris rejoindre mon meilleur pote qui est dans le même délire que moi. Okay. Et de Paris, on partait en Belgique. Parce que c'est culturel. En Belgique, en Hollande, en Allemagne, ils aiment bien les plantes, c'est culturel. Les plantes, les animaux exotiques. On arrivait en Belgique, on allait dans des magasins comme Poisson d'Or, qui est incroyable, Famille Flora Poisson d'Or, pour ceux qui connaissent. Je sais qu'il y en a qui connaissent. De là, on partait chez Zoozajac en Allemagne. C'est un mec qui était complètement fou, pareil, qui vivait de sa passion. Il adorait les animaux exotiques. Le mec vendait des singes. Dans son magasin, dans sa boutique, c'est un hangar, il vend des paresseux. Dingue. Enfin non, il a des paresseux. C'est fou. Ouais, mais ça c'est autorisé. En Allemagne, tu fais ce que tu veux. Il y a pas de loi. Ouais. Parce que là, ça en France, putain, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. En Allemagne, il y a un peu plus de lois, si tu veux, maintenant. Mais il y a 15 ans en arrière, tu faisais ce que tu voulais. Tu voulais un crocodile ou un mamba ou ce que tu veux, t'allais le chercher, c'était OK. L'aéroport de Düsseldorf, il a dû se passer des trucs sombres là-bas, je pense. Je dis pas que je suis pour. Hein. Ouais. Je dis juste que ça existe. Ça existe, c'est comme ça. Il y a des gens très fortunés qui veulent aussi ce genre de... Exactement. Mike Tyson avait un tigre. Il y a l'autre dégénéré là, qui était en Floride, qui a créé les ligres. Les ligres, ouais. Les ligres. Ligras. Alors, t'as les ligres, les tiligres. Les tiligres, c'est un ligre recroisé avec un lion. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un gène qui s'arrête et ils ont plus le gène de la satiété. Ils deviennent monstrueux. Ça te fait des tigres de 600 kilos, tu vois. Putain, enfin bref, ça, je suis pas du tout pour. Mais ça existe. C'est jouer à Dieu, quoi. Ouais, tu joues à Dieu. Enfin, c'est chelou, quoi. C'est quand même chelou, on va pas se mentir. Le mec faisait reproduire des chevaux avec des zèbres. Il a créé le Zorse. Zorse, c'est mi-zèbre, mi-orse. Zorse, c'est ça, voilà. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des caracates, mi-caracal, mi-Maine Coon. Caracat. Putain. Il a créé ça. Ouais. Il était créatif. Il était créatif. En Russie, pays de l'Est et tout, il exportait ce qu'il créait, il a fait des trucs de fou. Ah, ça, c'est le mec d'Allemagne, là, dont tu me parles. Non, c'est des éleveurs un petit peu à gauche et à droite qui ont fait des trucs comme ça. Il n'y a pas que Tiger King, il n'est pas tout seul, il y en a plein qui ont fait ça. Ça se faisait beaucoup en Russie, en Ukraine, dans les pays de l'Est. Ils faisaient aussi du serval. Ils ont fait des croisements avec des servals, avec des caracals, avec... puis je sais pas tout, on sait pas tout. Ouais, carrément. Voilà. Avec les serpents, pareil, je crois que les pitons réticulés, tu peux les hybrider avec des pitons birmans, ça fait des trucs monstrueux, voilà. Donc toi, tu te déplaçais pour aller chercher des plantes? Des plantes, principalement. Principalement? Ouais, principalement des plantes. Moi, mon délire, ça a toujours été les plantes. Je suis un passionné d'androbates aussi, petites grenouilles toxiques, là, tu sais. Ok. Voilà, j'aime beaucoup ça. Ok, belle couleur ça, non? Ouais. C'est ça. Hein. C'est aposématique. Explique-nous. C'est en fait leur coloration indique aux prédateurs leur toxicité. Attention, je suis dangereux. Ok. Voilà, j'ai failli faire une blague de mauvais goût, on la gardera pour tout à l'heure. Très bien, on la gardera. Je préfère. Donc tu allais chercher des plantes un peu partout en Europe.
Est-ce que tu as des anecdotes à nous dire, si tu as des plantes qui venaient... Est-ce que tu as vu des plantes qui devaient pas être là, peut-être par exemple Ouais, non, qui devaient pas être là, non, parce que paradoxalement, les plantes, tu fais un peu ce que tu veux encore aujourd'hui. Tu vois, il y a ce qu'on appelle la CITES, c'est la convention internationale de trading et d'export des espèces protégées, trucs, voilà. Donc toutes les orchidées quasiment sont sous CITES et quelques plantes, mais c'est tout. Hormis ça, tu fais à peu près ce que tu veux. Tous les coraux sont sous CITES, tu vois, pour ceux qui aiment la choriophylle récifale. Et en fait, en gros, c'est un document que tu dois posséder quand tu as chez toi ce corail, cette orchidée. Voilà, en gros, c'est ça. Mais sinon, au niveau des plantes, tu fais quasiment ce que tu veux. Et pour l'instant, il n'y a vraiment que les animaux qui sont protégés, et encore pas tous. Parce qu'il y a eu une grosse hype sur les plantes tropicales après le Covid, pendant le confinement, etc., où ça a vraiment pris énormément d'argent. Et moi, en fait, je me suis fait connaître un peu grâce à ça, parce que je collectionnais déjà les plantes avant cette hype. Et la collection, en fait, tout ce que les gens convoitaient, je l'avais chez moi. Donc j'avais plus qu'une chose à faire, c'était diviser, vendre, envoyer. Et c'est ce que j'ai fait. Dont une plante, le Monstera obliqua du Pérou, qui est une plante que les aficionados connaissent tous. Et j'ai été peut-être, potentiellement, très certainement le premier à avoir importé cette plante. Elle est arrivée dans une ville qui s'appelle Celle, je sais pas comment on prononce, SE, 2LES ou 2LE. C'est une ville danoise, c'est au Danemark. J'avais importé un carton de plantes. Et dans ce carton de plantes, je trouve le Monstera obliqua du Pérou totalement par hasard. Ah ouais, il n'était pas là de Il base. existait aux États-Unis, mais en Europe, il n'y en avait pas. Et je commence à diviser cette plante qui est extrêmement facile à cultiver. Et j'en montre une première sur les groupes Instagram, les groupes Facebook. Et là, explosion, tout le monde en veut. Truc de fou. Donc je me dis, j'en mets en culture 500, et quand j'aurai les 500 prêtes, je les vendrai. Et après, démerdez-vous. Et c'est ce que je fais. Et c'est ça qui m'a permis de financer la construction de la serre. C'est à ce moment-là. C'est ça. C'est des plantes qui se vendaient à combien l'unité à la base? Fut un temps, cette plante, quand tu la fais pousser, elle pousse, elle fait du feuillage et tout, elle grimpe, machin. Et au bout d'un moment, elle pousse plus quand tu lui coupes la lumière, et elle fait ce qu'on appelle des runners. C'est une longue tige qui fait des nœuds, et à partir de chaque nœud, tu peux le couper. Et ce nœud, tu peux le replanter dans de la sphène, et ça refait une plante quand tu le remets dans des bonnes conditions. C'est des Monstera, ça, hein? Monstera. Les runners, c'est des sortes de racines là qu'on voit. Ouais, c'est des sortes de lianes. Il y a des petits points à chaque fois, et chaque point, tu peux le couper. Je savais pas ça. Et ça, tu peux le mettre dans la mousse, et quand tu remets des conditions adéquates de lumière, d'humidité, ce runner va refaire une plante. D'accord, moi j'étais persuadé qu'il fallait prendre le tronc de la Monstera pour faire Pas forcément. Pas forcément. Et en fait, ça, à une certaine époque, en plein confinement, tu pouvais les vendre jusqu'à 1 500 € pièce, un tout petit bout de tige comme ça. Ah la vache. Ouais, c'était assez fou. Putain, c'est top. Enfin, c'était assez fou. Trop bien. Comme ça, tu peux lancer, tu peux faire ton autre projet après avec ça. Exactement. C'est top. Et à ce moment-là, en fait, j'avais déjà mon entreprise. Dans mes statuts, je pouvais déjà cultiver des plantes, etc. J'avais pas du tout tout de cultiver des plantes d'intérieur, mais c'est ce que j'ai fait. Excellent. Donc là, ça explose aussi cette partie-là, plus les YouTube, quoi. Plus YouTube, pas encore. Plus Instagram. Okay. Et YouTube, c'est venu tout récemment, parce que ça fait même pas 2 ans que je suis sur YouTube. Ah, ok. Ouais. Ok, j'avais pas. D'accord. Donc Instagram, au niveau du pendant le Covid, tu lances un peu ton entreprise, ça. Donc t'arrêtes le bûcheronnage. J'arrête le bûcheronnage petit à petit. D'ailleurs, le parrain de mon fils avec qui je bossais me dit, mais pourquoi tu viens de faire chier sur les chantiers? Ah ouais, parce que tu es retourné. Moi je continuais parce que c'était une passion, j'adorais, puis voilà, j'aimais ce que je faisais. Et il me disait, franchement, cultive tes plantes, fais du contenu. Moi je vais acheter une autre boîte. À ce moment-là, il achetait une autre boîte plus grande, et c'est à ce moment-là qu'on se sépare. Et moi je me lance vraiment à fond dans le contenu. Maintenant, quand je rentre le soir de mes journées de chantier, je fais du contenu. Donc j'ai double journée, les journées sont très longues, et ça prend direct. Donc au bout d'un moment, en fait, le contenu, on va pas se mentir, moi le premier, j'ai conscience de ça, ça devient une dope. Tu vois, tu veux du like, tu veux de la vue, tu deviens complètement dégénéré. Et moi le premier, Et il y en a, je les vois, il y en a sur les réseaux, je les vois, je sais qu'ils vivent la même chose que moi. Ils assument pas, mais ils veulent du contenu. Et c'est pour ça qu'il y a certains contenus qui tournent des fois au ridicule, c'est parce que tu sais plus quoi inventer pour te montrer, pour faire des vues, pour faire des likes.
Tu t'en es rendu compte assez rapidement? Je me suis rendu compte super vite. Ouais, très très vite. T'avais conscience que ça pouvait être comme ça et puis tu t'es dit non mais je fonce quand même? En fait, ça a modifié littéralement ma façon de voir les choses et ma personnalité, honnêtement. Avec le recul, je m'en suis aperçu. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, je n'avais pas les épaules et la personnalité pour animer une émission comme celle-ci avec Ariane, par exemple. J'étais pas du tout la personne que tu as rencontrée aujourd'hui. Normal. Ça m'a transformé littéralement en bien et en mal parce que j'ai des côtés positifs qui ont apparu et j'ai aussi des côtés négatifs. Et c'est intéressant. Quels sont les côtés positifs, tu penses? Les côtés positifs, c'est que je me suis ouvert au monde. J'étais quelqu'un de très casanier, de très renfermé sur moi-même. Je n'aimais pas partager mes projets. J'étais toujours caché dans ce que je faisais. Donc je me suis énormément ouvert au monde et j'ai commencé à partager ma passion avec plein de gens, pas uniquement avec des autistes comme moi. C'est pas du tout péjoratif. Mais en fait, si tu veux, ma passion à un moment donné de ma vie, c'est devenu vraiment de l'autisme. J'étais devenu monomaniaque de ce que je faisais. Je ne pensais plus qu'à ça. En fait, je me levais le matin pour trouver des orchidées. Je me levais le matin pour trouver des plantes rares. J'étais capable de prendre ma voiture. Ça m'est arrivé de rouler 7000 km dans un week-end pour aller chercher des plantes. 7000 km 7000 km. Je partais des fois de Barcelone, Perpignan, Paris, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Paris. Paris, je m'arrêtais en France à gauche, à droite chez des passionnés et je rentrais à Perpignan, tu vois. Ah ouais, mec, t'es motivé. J'étais complètement cinglé. Et donc ça, c'est les côtés positifs, l'ouverture au monde, le partage. Et les côtés négatifs, c'est que peut-être que je me suis laissé happer par tout ça et que je suis devenu parfois trop exubérant. Ok. Tu vois, des fois... d'en faire des tonnes, peut-être ou... Pas d'en faire des tonnes, mais trop exubérant. Ok. Après, ça fonctionne sur les réseaux, c'est ce qui plaît. Mais maintenant, c'est plus le cas, mais au début, je me suis travesti, j'ai joué un personnage. Et maintenant, c'est devenu totalement naturel, parce que c'est nécessaire, en fait. Oui, c'est important d'être... Voilà, c'est une aptitude qui est nécessaire aux réseaux sociaux. C'est d'ailleurs... entre autres, très probablement pour ça que dans ma vie personnelle, je me suis séparé de mon ancienne compagne. C'est parce que cette personne... En fait, ça allait tellement vite parce que j'ai évolué aussi vite que les réseaux. Et elle comprenait probablement plus qui j'étais. J'étais plus la même personne que celle qu'elle avait rencontrée. Ça doit être compliqué de voir ton partenaire un peu changer à cause de ça. Est-ce que justement les commentaires, les messages que tu recevais, ça jouait aussi sur toi? Les messages que je recevais, bien entendu, les gens du jour au lendemain, ils me trouvaient génial. Ils étaient trop hypés par ce que je faisais, par mes projets, parce que je reste quand même le Marcel qui construit des serres, qui monte des aquariums. Même si j'en fais des tonnes, j'ai quand même cette capacité de construire une serre, de construire un aquarium, donc ça plaît, tu vois. Et les gens, ils m'encensent et je finis par y croire et je me dis, peut-être que j'ai vraiment quelque chose de plus que les autres. Tu vois, je me le suis dit à un moment donné. Et il y a eu un léger moment où j'ai vrillé, en fait. Vraiment, il y a eu ce moment. Il y a eu cette charnière à un moment donné. Et derrière, la vie, elle m'a rappelé à l'ordre, quoi. Je sais pas si c'est le karma ou quoi, comment on peut appeler ça, mais derrière, j'ai pris la foudre. Par la cabane ou Partout. En fait, tout m'est tombé dessus en arrivé après. C'est ça. Et ça m'a remis un peu les pieds sur terre. Et j'ai recommencé les projets sans la moindre humilité, parce que les projets que j'ai actuellement, ils sont colossaux. Mais moi, j'ai essayé de devenir quelqu'un d'un petit peu plus humble, quoi. Ça t'a permis de prendre du recul quand même. Un petit peu quand même. Est-ce que tu t'es senti à un moment peut-être acculé ou très fatigué ou je sais pas, presque limite du burn-out ou vraiment... Enfin, moi, je peux comprendre, tu vois, quand tu construis du contenu, tu y penses tout le temps, tu veux tout le temps faire mieux, tu regardes les likes, quand ça marche pas, t'es déprimé, tu dis ça sert à rien ce que je fais. J'ai eu un moment de doute, j'ai eu 2 moments de doute. J'ai eu le moment de doute quand tout m'est tombé dessus et quand j'ai arrêté de bosser avec mon premier pote avec qui j'ai commencé. Là, gros moment de doute parce que du jour au lendemain, t'es dans le grand bain, t'as déjà 100 000 abonnés, mais tout reste à faire. 100 000 abonnés, c'est pas suffisant. Au même moment, je suis invité par Meta, non pas par Meta, par Instagram. Si c'est Meta, c'est Meta maintenant, à Paris. Pour un événement, la rentrée des classes, truc où ils prennent ton compte, ils font une review et tout. Et je leur dis, je suis un peu frustré parce que je vois des gens qui ont 1 million d'abonnés et je veux avoir 1 million d'abonnés. Et là, je revois ce mec qui s'appelle Fernando. Il me dit, mais tu te rends compte que toi, tu joues pas au foot, tu joues au ping-pong. Tu nous parles de plantes.
eux, ils parlent de food et ils parlent d'humour. Ça touche tout le monde. Ouais. Tu n'auras jamais, ne serait-ce que 500 000 abonnés. Et aujourd'hui, je les frôle. Donc, je suis trop content. Tu vois. Je les frôle et j'espère que ça va continuer. Mais j'ai réussi à diversifier un peu mon contenu de manière à aller draguer de plus en plus de personnes. Ouais. Et en même temps, toutes les personnes qui m'ont suivi pour une raison, j'essaye de ne pas les décevoir non plus. Donc c'est de plus en plus difficile. Il faut avoir de plus en plus de casquettes et de personnalités différentes. Enfin, pas de personnalité, mais du moins partager de plus en plus de choses différentes. Et voilà, mais toujours autour d'une passion, le monde du vivant, plantes, le monde du paysage, le jardinage. Comment tu arrives à gérer peut-être l'aspect, on va dire, très capitaliste de travailler avec des marques, etc. et travailler aussi avec le monde du vivant? Est-ce qu'il n'y a pas une dissociation qui se fait ou Alors, il n'y a pas de dissociation qui se fait. J'ai fait des erreurs. J'en ai fait quelques-unes. C'est normal. J'en ai fait une. En tout cas, j'en ai une en tête. Je peux pas en parler, mais voilà, c'est une erreur. Ouais. Un partenariat. Je me suis planté. C'était un partenariat déguisé avec une marque avec laquelle je voulais absolument pas travailler. Et en fait, c'est une énorme holding qui possède plusieurs marques. Et j'ai pas été suffisamment attentif. J'ai fait le partenariat avec cette marque. Ça s'est très mal passé. J'ai appris par la suite qu'elle faisait partie d'un groupe avec lequel je voulais pas travailler. Ah merde. Ouais. Mais c'est ok. J'ai su gérer la chose. Ça s'est bien goupillé. Ça a bien fini. Tant mieux. Ouais. J'ai refusé des sommes indécentes d'un groupe indécent lui aussi. Voilà, bon, quand tu vas faire tes recherches avant de bosser avec la marque, tu tapes la marque sur Wikipédia, tu vois écocide, trafic d'êtres humains, tout ça. Ouais, d'accord, donc ils voulaient se racheter une image avec toi, quoi. Ouais, voilà, mais c'est une marque. Ouais. Et ce qui est fou, tu vois, ce qui est fou, c'est que tous les gens, 100% des gens, si j'avais fait ce partenariat, ils m'auraient dit, mec, t'es une merde, t'as vendu ton âme au diable. Mais tous ces gens, ils consomment leurs produits. Et ça, j'en suis sûr. Ouais, voilà. Je vois le délire. C'est facile de le dire sur les réseaux. Hein. De fou. Et ça m'a causé quelques nuits blanches parce que on me proposait quasiment de faire un quart de mon année comme ça en 1 minute de vidéo, tu vois. Et bon, j'ai réussi à refuser. Ça va, c'est ok, je peux me regarder dans un exactement. miroir. Je pense que c'est le plus important. Et aussi, on parlait de ton fils, tu vois. Et il pourra se regarder dans un miroir, il pourra être fier j'espère, de ce que j'ai fait. J'espère en tout cas. Ouais. Voilà, c'est pas à moi de le dire, mais. Et à côté de ça, j'ai accepté des sommes totalement dérisoires pour bosser avec des marques trop cool avec lesquelles j'avais envie de travailler. Ouais. Voilà. Okay. Donc en fait, j'ai pas de prix. Je bosse avec des marques quand j'ai envie de bosser avec elles. De temps en temps, il faut travailler, donc il y a des marques avec lesquelles tu bosserais pas forcément, mais tu arrives à trouver un angle un peu cool pour pouvoir adapter ça et que ça soit cohérent, et puis voilà quoi. Ouais. Et moi, ce que je me dis, c'est que j'essaye de drainer un maximum d'argent, pas pour m'acheter une Lambo, pas pour m'acheter une Rolex. T'as vu ma façon de m'habiller, j'en ai rien à foutre. T'es un peu sale là. Ouais, je suis un peu sale. La seule chose qui m'anime, moi, c'est récupérer des thunes pour pouvoir faire ce que moi j'ai envie de faire. Ouais, carrément. Et là, tu vois, la seule chose qui m'obsède actuellement, c'est récupérer des thunes pour construire une piscine écologique chez moi. Ça coûte une fortune. Ah ouais ? Ouais, c'est cher. Tu vois, je veux faire un truc immense. Ah ouais, j'adore. Je veux que ça soit monstrueux et je veux qu'on en parle sur les réseaux. Je veux partager ça avec tout le monde. J'ai une idée très précise de ce que je veux. Donc, il faut. Mais c'est super ça, parce que si tu t'arrives à bien partager ce genre de truc, ça peut devenir quelque chose que les gens veulent. Mais j'espère. Et finalement, un bassin écologique, c'est tellement mieux qu'une piscine basique où t'as rien qui se passe. Totalement, ouais. Mais moi, ça me fascine ça. J'aimerais trop rencontrer des concepteurs de. C'est mon nouveau projet, et pour ça, il faut bosser un petit peu. Voilà, il faut faire des partenariats que t'as pas forcément envie de faire pour récupérer un peu d'argent. Et puis, moi, ce que je me dis, c'est que je vais chercher l'argent où moi j'estime qu'il devrait pas être. Tu vois, il y a des gens. Pour le réutiliser correctement. Et je le réutilise là où j'aimerais qu'il soit. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai pas envie qu'il soit à la concession Lamborghini. J'ai envie qu'il soit sur mon terrain, avec une piscine naturelle de fou. J'ai envie de pouvoir me faire kiffer, avoir des poissons dans ma piscine, avoir des plantes rares tout autour, accueillir ça. Et avoir un beau paysage autour. Voilà, je vais récupérer de l'argent pour réaliser mes rêves. Ouais. Ah, mais c'est top, voilà. Parce que je crois qu'il y a un truc qui est sorti justement sur l'influence et comment... comment dire, c'est
mettre des valeurs derrière ça, quoi. Essayer d'utiliser l'influence à bon escient. Ouais. Et il y a des gens qui le font trop bien. J'ai un pote à moi qui s'appelle AMDE, Animaux Mode d'Emploi, tu vois, qui milite pour lui la protection animale. Moi, je suis pas du tout militant. Je comprends rien à la politique. J'ai pas vocation de sauver les animaux en Afrique ou quoi que ce soit. Ma seule passion, c'est construire des trucs. Ouais. Donc, j'essaye juste que ce que je construise soit cool, en adéquation avec mes convictions. Tu vois, ma cabane, par exemple, c'était en bois, il n'y avait pas de béton, c'était plutôt cool, quoi. Bah ouais, ça avait j'ai l'air adoré plutôt ce cool, projet. hein, franchement, Ouais, voilà, j'ai eu des partenaires trop cool autour de ça. J'ai bossé avec Jardiland, tu vois. C'est des marques qui sont bien, qui me parlent, qui font partie de mon univers. Ouais, l'univers du jardin, quoi, c'est chambé. Moi, je suis personne, hein. Il y a Jardiland qui m'appelle, qui me dit est-ce que tu veux collaborer avec moi? J'étais trop content. Maison du Monde. Ouais. Ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit ouais, on aimerait trop shooter notre nouveau catalogue. On a lancé une gamme de produits intérieur-extérieur avec des matériaux recyclés. On aimerait shooter notre catalogue 2025 à l'époque dans ta cabane. Je leur dis, les gars, venez. Ils ont déboulé à 6 ou 7 chez moi. Ils ont consommé dans mon petit village inconnu au bataillon des Pyrénées-Orientales. Ils ont dormi pendant 10 jours à l'hôtel, donc ils ont fait tourner le bled. C'est trop bien ça. Ils ont fait tourner les commerçants. C'est incroyable. C'est charmé, ouais. J'ai rencontré des gens trop cool. Voilà, c'est comme ça que je vois l'avenir et que j'aimerais que ça continuer ça se passe, un peu quoi. Comme ça, ouais. Ça, c'est ton gros projet, alors c'est la piscine naturelle? Piscine naturelle, je finis mon aquarium géant dans le salon, là. Je suis en train de construire un aquarium de 10 000 litres dans le salon. Là, il est fini. Il est fini, ouais. Donc là, maintenant, il faut bâtir le salon autour de l'aquarium. Et dès que ça s'est terminé, j'ai un canal qui passe chez moi et j'ai envie de faire un canal, tu sais, à la japonaise où il y a les carpes koi dedans. Putain, et tout. Je crois que j'ai vu. T'as vu ce reel passer? Oui, j'ai vu avec ton fils qui justement qui t'aide. Je veux faire ça. En fait. Ça, j'ai vu le reel avec la petite caméra qui va dans le canal japonais. Tu l'as vu ce reel? Ouais. J'ai envie de faire ça chez moi. C'est tout nickel. Tu vois, j'ai un canal qui passe chez moi, je veux faire ça. Et une fois que c'est fini, ce canal en fait va se jeter dans ma piscine naturelle et en bas, il y a la rivière. Voilà. Et donc il faudra faire attention de ne pas introduire des espèces invasives dans cette rivière parce que tout va être en relation. Donc il faudra que je fasse extrêmement attention. J'ai pas le droit de canaliser cette eau. C'est pour ça que je vais me servir de ce canal. Et la piscine naturelle, en fait, son espace existe déjà. J'ai plus qu'à l'aménager et voilà, let's go. Mortel. C'est ça le prochain projet. Est-ce que tu fais appel à des gens justement pour faire ça correctement? Alors ouais, mais pas du tout des professionnels. Moi, j'ai envie de pratiquer, de me tromper, de faire ça tout seul. Par contre, je fais appel à des gens qui viennent entertainer sur mes vidéos, qui font pas forcément partie du milieu. Des potes à moi que j'ai rencontrés à gauche, à droite, sur YouTube. Un pote à moi qui est DJ. Tu vois, c'est le DJ officiel de Hyrox. Hyrox, en ce moment, ça cartonne. C'est DJ Soi. Ce mec, c'est lui qui ambiance tous les Hyroxers. Il n'est pas du tout dans ce monde-là. Il est venu m'aider à construire la cabane. J'étais en galère. Je dis ouais, Soit, faut que tu viennes m'aider là. Il me reste. Il habite à côté de chez toi? Pas du tout. Il est alsacien. Ah oui, d'accord. Il habite à Toulouse. Il était je sais pas où en train de faire un concert, en train d'ambiancer des gens pour un marathon ou je sais pas quoi parce qu'il bosse pour Red Bull. D'accord. Je lui dis putain Soit, il faut que tu viennes m'aider là. J'ai 2 jours pour finir ma cabane. Il y a Maison du Monde qui déboule. Il m'a dit vas-y, je prends ma bagnole, je viens t'aider. Tu vois, trop stylé. Ah, c'est génial. Et on a trop rigolé. J'ai Roro Cuisto qui est venu chez moi, qui est sur les réseaux, qui fait de la cuisine. Aucun rapport. Elle a déboulé, elle m'a aidé à faire la cabane. Trucs comme ça, quoi. J'ai Charles et Mélanie qui sont venus chez moi, qui font du divertissement sur YouTube. Toujours pareil, aucun rapport. Ça, c'est intéressant de ce dont tu parles parce que du coup, tu trouves d'autres univers grâce justement à ce que tu fais sur les réseaux. Ouais. Et du coup, tu as trouvé d'autres amis qui font d'autres choses. Exactement. Qui font pas juste le même truc que toi. Moi, ça, je trouve ça cool parce que du coup, t'amènes de la nuance dans ce que tu fais et tu t'ouvres à d'autres choses. En fait, on en parlait un peu en off tout à l'heure. Les gens qui sont vraiment passionnés par les plantes et qui sont trop monomaniaques comme je pouvais l'être par le passé, je trouve qu'ils sont cringe en fait. Tu vois, ils sont cringe parce que tu peux pas leur parler d'autre chose et tout. Et je trouve ça trop bien justement de faire découvrir nos passions mutuelles. Je suis bien d'accord. Voilà, comme ça, c'est un vrai partage. Alors ok, tu vas pas partager avec le ponte de ta niche, mais tu t'ouvres et c'est important de tu t'ouvrir à d'autres choses. C'est trop cool. Ouais, je suis bien d'accord. Trop cool. Toi, t'avais des piranhas, si je me souviens. J'avais des piranhas. C'est grâce à ça que Charles et Mélanie sont venus chez moi, parce que justement, ils ont voulu débunk le truc. Ils m'ont dit, est-ce que si on vient chez toi, on met le cul dans ton aquarium, les piranhas vont nous dévorer?
Non. Et je leur dis, mais pas du tout. Les piranhas, c'est pas du tout ce qu'on croit. Et ils me disent, bah ok, on va venir tourner une vidéo chez toi. Et eux, ils font 2 millions de vues quand ils font une vidéo, tu vois. Okay. Et on va montrer à 2 millions de personnes que les piranhas, c'est pas les monstres assoiffés de sang qu'on nous vend, quoi. Ouais. Et ils ont débunké ça dans une vidéo. Ils ont une approche ultra drôle, ultra dynamique. Et c'était trop cool, quoi. Ouais, c'est énervé. Franchement, c'est trop cool. Et donc là, tu vas construire ton aquarium. Moi, ça m'a fait penser à un truc. Est-ce que tu connais Patrick Blanc ? Totalement. Ouais, voilà. Forcément. Donc j'imagine que tu t'inspires de ça. Il y a très longtemps, il a fait un projet à l'Espace Electra à Paris. Et il y avait un partenariat avec l'école du Breuil quand j'étais étudiant et j'ai un petit peu bossé. Il le sait même pas, hein, mais j'ai été une de ses petites mains qui ont installé des trucs pour lui. Ouais, il y a très longtemps. Et Patrick Blanc, je le connais aussi parce que c'est une personne qui est cliente de la boutique dans laquelle mon frère travaille. Et puis qui connaît très bien le JB de Lyon, tout ça. Donc forcément, Patrick Blanc, c'est voilà. Et c'est aussi un pionnier, tu vois. C'est un mec qui est délirant. Ouais. C'est un mec délirant qui s'est dit un jour, je vais créer des murs végétaux et des plafonds végétaux. À l'Espace Electra, justement, il y avait des plafonds végétaux. Il y avait des modules un peu comme... c'est dans la baie d'Along qu'il y a ces espèces de grands modules en pierre naturels avec... c'est des sortes d'îlots en pierre avec des mini-écosystèmes. C'est fou quand même. Et il avait recréé ça à l'Espace Electra à Paris, c'était fou. Son travail est fou, hein. Et justement on parle de ça parce que dans son bureau, il a un aquarium justement sous son bureau. Avec son mur végétal derrière, et ça se retrouve. J'imagine, moi. C'est à Paris. C'est à Paris. Il y a des piafs en liberté, des ostérops, des petits piafs, il y a des lézards. Il y a des trucs sur YouTube que vous pouvez voir, il y a même des photos de son bureau, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et toi, tu veux faire un truc à peu près pareil ou Non, moi ça sera totalement différent, ça sera ouvert, l'aquarium sera ouvert et tout, mais chacun sa vibe, chacun son style. Moi, je suis pas là pour copier ce que les autres font. Je suis créateur de contenu, donc il faut être créatif. Ouais, c'est ça. Ce truc-là, il est venu. J'ai l'impression qu'il est venu naturellement. Est-ce que ça l'a été pour ta famille autour de toi, ou est-ce qu'ils ont trouvé que c'était un peu exubérant justement Ouais, ils ont trouvé que c'était exubérant, mais moi j'ai toujours été un petit peu livré à moi-même. Ils m'ont laissé tout faire. En même temps, t'as pas laissé le choix. Quand tu déglingues le dressing pour faire un mini bout de jungle dans le 12e à Paris, bon, après t'es plus à ça près. Carrément. Le t-shirt que toi t'as fait un peu de merch aussi ou c'est... J'avais fait une collection, rare plan de collection. Il y a eu un moment où je vendais de la plante rare. C'était pour le fun, pour faire plaisir aux gens surtout, parce que j'ai pas gagné une thune là-dessus, ça m'aura même coûté. Parce que j'ai voulu faire de la qualité, coton bio, quasiment tout made in France. Voilà. 10% du t-shirt vient du Maroc, c'est tout. Tout le reste c'est français. Voilà. Ouais, mais c'est bien, je trouve que c'est intéressant parce que tu vois, tu essayes de créer un business là-dessus. Moi, je trouve ça passionnant, en fait. Je pouvais acheter un t-shirt made in Bangladesh, le floquer, dealer ça 25 balles et faire 20 balles de marge. J'ai acheté un t-shirt en France, j'ai fait bosser une boîte d'Argelès à côté de chez moi, j'ai développé le design tout seul quasiment. Il y avait une petite designer, mais je lui soufflais les idées, quoi. J'étais pas tout seul parce qu'il y avait mon associé à l'époque aussi. T-shirt 100%. 90% made in France, 10% made in Maroc. Ça m'a coûté les yeux de la tête de faire un t-shirt. Et on n'a pas gagné d'argent, mais on a fait plaisir aux gens. Les gens, ils les ont achetés en masse. Ils étaient trop contents parce que la qualité, elle est cool. Ils sont épais et tout. Ça a l'air, Et voilà, quoi. Ok, trop bien. Qu'est-ce que tu vois, toi, pour la suite ? Donc, tu vas faire ta piscine... T'as tout recréé depuis le début, finalement. Ouais, là, je suis en train de tout recréer. Ok. Donc, vers où tu te diriges, tu penses ? Dans un monde idéal, YouTube a détrôné la télé. La télé n'existe plus. Quand on parle des as du jardin, en plus, non, mais je dis ça en rigolant, mais je pense qu'un jour, ça arrivera. Puisqu'on commence à voir sur YouTube des concepts être rachetés par des créateurs, etc. Ça commence à marcher comme la télé, tu vois. Et il commence à y avoir des budgets colossaux, faramineux. Et de la liberté de production aussi. Ouais, c'est sûr. Et ce que j'aimerais, c'est que tout évolue dans ce sens-là, que j'arrive à gagner de plus en plus d'argent pour mettre de plus en plus d'argent dans mes projets. Toujours autour du vivant. Et j'aimerais qu'un jour, mon jardin soit suffisamment fou et digne pour que des gens viennent le visiter, quoi. Ce serait trop bien. J'adorerais venir le visiter. Un jour, j'espère dans 20 ans, parce qu'un jardin, ça se fait pas comme ça, tu vois, il faut du temps. Ça, c'est clair, ça, c'est important de le dire. Voilà, mais j'aimerais que ça devienne un lieu remarquable de France et qu'on se dise, ici, il y a le jardin de Marcel, ce dégénéré qui a commencé
qui a commencé dans son salon à créer un aquarium de 10 000 litres et aujourd'hui, voilà, il y a tout un jardin, il y a une rivière, il y a une piscine naturelle, il y a la plus grande collection de telle ou telle plante. Ça serait ça mon rêve et aller ponctionner un petit peu d'argent dans les marques à gauche, à droite, prendre cet argent à celles qui veulent pas me le donner, collaborer avec celles qui veulent me le donner parce qu'elles trouvent que mon projet est incroyable et qu'elles veulent associer leur image à moi. D'ailleurs, j'en profite. S'il y a des marques qui veulent associer leur image à mon délire, ça sera avec grand plaisir. Ça sera très bien utilisé. Et voilà, c'est comme ça que je vois la suite. Ça, c'est super. Enfin, vraiment, j'aime bien l'approche. C'est un bel objectif quand même d'avoir un jardin remarquable chez soi. J'adorerais. J'adorerais. Et si vraiment ça marche au-delà de mes espérances, l'école. L'école de faire l'école Poudlard. Tu vois, trouver un lieu de fou comme ici, un château, un truc comme ça, un vieux manoir en France, délabrer, le réhabiliter et avoir une équipe qui puisse m'aider. Tu vois, comme Lulu de la Boiserie, il a fait dans son délire d'automobile. Lui, son délire, c'est l'automobile. Moi, mon délire, c'est le paysage, faire la même chose, mais dans le paysage. Parce qu'il a fait une école... Pas du tout. Mais par contre, il embauche... on a beau en dire ce qu'on veut de ce mec. Il fait bosser des dizaines de personnes, il a créé des dizaines d'entreprises. Sa passion, lui, c'est l'automobile. Moi, c'est le paysage. Mais il a mis il a drainé des dizaines de personnes autour de sa passion. Il vit de sa passion. Et respect monsieur, quoi. Ah bah, de ouf. Voilà. Même si j'aime pas tout ce qu'il fait, je suis pas forcément d'accord avec tout ni quoi que ce soit, mais la démarche est folle et si j'arrive à avoir la même dans mon milieu, dans mon domaine, ça serait incroyable. Je trouve que c'est bien d'inspirer les jeunes à faire ce genre de truc là, d'essayer d'un peu de sortir de tout ça là qui nous crispe un peu et de faire des trucs créatifs. Je trouve que tu sais, des fois en France, quand t'entreprends, t'as des fois une image un petit peu bizarre et tout, et je trouve que justement on devrait aider les gens qui entreprennent, qui sont passionnés justement. Ça, je suis bien d'accord. Voilà, pour moi, les gens qui entreprennent, les 10 premières années, il ne devrait pas y avoir d'impôts. Ouais, mais bon, on est en France et on adore créer des problèmes, j'ai l'impression. Quand t'entreprends, c'est un enfer. Si t'es pas bien, pas bien entouré, créer une entreprise, c'est super dur. Si t'as une petite phobie administrative, c'est horrible. C'est trop... tu peux dépasser ça, mais c'est vrai qu'au début, c'est chiant, t'as plein de frais, t'as des trucs, c'est vraiment compliqué. Et quand t'es passionné, t'as tellement de trucs qui sont en train de te manger l'esprit. Pour vivre ta passion, t'as pas le temps de remplir le formulaire 48B pour la MSA ou 32.812 pour l'URSSAF. C'est un enfer. C'est clair. C'est un enfer. Ça te met des petites tapettes derrière la tête là et t'es là, t'y penses, et alors que t'as envie de te concentrer sur ton projet. C'est ça. Et on devrait te déléguer un fonctionnaire qui peut-être pourrait être mieux utilisé dans l'administration française et lui dire, toi, tu vas aider cet entrepreneur. Tu vas pas être là pour lui faire payer ses impôts, etc. et pour lui mettre la tête sous l'eau. Non, tu vas être là pour l'épauler. Tu vas faire partie intégrante de cette entreprise. Et si son entreprise a fait du chiffre, on va lui prendre un impôt et on va te payer avec. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ça a l'air pas mal. Ça serait fou. Ça serait dingue. Ça serait fou. En gros, le fonctionnaire, il fait bien son job, il t'épaule bien, il permet à ton entreprise de tourner. Il se gave. Ouais. Ce serait fou. Franchement, ce serait fou. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais aborder peut-être Ouais, j'ai faim. Ouais, t'as faim. Il est tard, j'ai la dalle. Okay. Pas de souci. Alors, j'ai 3 dernières questions, puisqu'on est dans les gens du paysage, et moi aussi j'ai la dalle. Quel est le paysage que tu aimerais redécouvrir ? Le Costa Rica. Costa Rica. Si je peux tout annuler là et redécouvrir le Costa Rica, j'ai vécu une aventure de psychopathe avec Tico. Tico, c'est un mec qui a donné sa vie au jaguar. C'est un Français qui est parti s'expatrier au Costa Rica. Il a donné sa vie au jaguar. Le mec, toute sa vie, en fait, c'est justement recréer des trames pour que les jaguars puissent circuler dans tout le pays, de la péninsule d'Ossa jusque putain, j'ai perdu le nom. Pour que les jaguars puissent circuler dans le pays. Voilà. Quel est le paysage que tu aimerais découvrir ? Que j'aimerais découvrir, je pense que j'aimerais découvrir Bornéo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà. Et quel est le paysage que tu aimerais faire découvrir, en dernière question ? Et le paysage que j'aimerais faire découvrir, c'est mon paysage, c'est celui qui a marqué ma vie, c'est celui qui me fait vibrer à chaque fois que je prends l'autoroute A9 et que j'arrive à Sals et que je vois cette foutue montagne, c'est les Pyrénées-Orientales. Ok, magnifique. Voilà, plus beau pays du monde, il n'y a pas de débat. Chauvin, quoi, très bien. Non, c'est juste que je trouve que notre région,
très clairement est folle. T'as une côte rocheuse, t'as des plages de sable, t'as la montagne, t'as la mer, t'as des lacs, t'as des rivières. En fait, il y a tout. Trop bien. C'est ce qu'il faut découvrir. En France, en tout cas, c'est fou. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver rapidement? Comment ça, physiquement? Non, sur les réseaux. Sur les réseaux, Marcellarium partout. Marcellarium sur YouTube, Marcellarium sur Instagram. Je suis sur Snapchat, je snap ma vie vite fait, mais je suis pas un snapper. Et sur TikTok, je recycle du contenu, je suis pas un TikToker non plus. Ok.